Ce qui est intéressant dans le cas du nazisme, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire de l'Europe depuis le XVIIIe siècle, le terme de fanatisme et de fanatique a été revêtu d'une signification positive. C'est-à-dire que des gens comme Hitler, Goebbels, ne cessent de dire que le militant doit être fanatique, doit avoir une conviction fanatique. Bon, la question de la jeunesse est une question importante pour les nazis qui veulent opérer une véritable révolution culturelle. Détruire la civilisation occidentale telle qu'elle existe à l'époque et créer une nouvelle civilisation, de nouvelles valeurs, une nouvelle morale, un nouveau droit. Les nazis considéraient que les adultes étaient déjà perdus pour la cause parce qu'ils étaient des hommes de l'âge ancien, ils étaient imprégnés d'ancien monde et il fallait donc miser sur la jeunesse, miser sur une jeunesse malléable pour construire l'avenir. Et en l'occurrence, on se fondait sur deux institutions. La première, c'était l'école. L'école dont les programmes ont été refondus, ont été recréés à partir de 1933. On a enseigné le racisme comme science, on a enseigné une version modifiée de l'histoire allemande, on a enseigné les mathématiques de manière à faire des exercices d'arithmétique pour promouvoir les idées d'eugénisme en faisant calculer aux élèves le coût des malades, etc. Mais l'école était une institution à laquelle les nazis ne faisaient pas tant confiance que ça, parce que là encore, les professeurs qui agissaient, qui enseignaient dans les écoles, étaient des hommes de l'ancien monde. Et donc il fallait miser sur d'autres types d'organisations, en l'occurrence des organisations liées au parti nazi. Et la principale de ces organisations, c'est la jeunesse hitlérienne, qui est créée au milieu des années 20, en 1926 en l'occurrence, qui se veut une organisation de scoutisme nazi. C'est-à-dire qu'on reprend le modèle scout, mais en y injectant évidemment un contenu idéologique nazi. La jeunesse hitlérienne, c'est un projet idéologique. On va laisser les jeunes entre eux, en leur injectant du contenu idéologique certes, mais on va laisser les jeunes se gouverner eux-mêmes. Et ça suscite évidemment l'adhésion des jeunes gens qui trouvent que c'est un espace de liberté formidable vis-à-vis et de l'école et de la famille. Jean Moulin avait le poste de préfet en fait à Chartres et des officiers nazis ont en fait ordonné à Jean Moulin de signer un document comme quoi des tirailleurs sénégalais, donc des soldats noirs, en fait, auraient commis des atrocités sur la population civile. Et bien sûr, c'était totalement faux. C'était juste pour condamner ces hommes juste parce qu'ils étaient noirs. Et Jean Moulin a très vite compris que ce document était totalement faux. Il a donc refusé de signer ce document-là. C'est donc son premier acte de résistance. Et donc emprisonné directement par l'armée nazie. Donc la nuit même de son arrestation, il va tenter de se suicider. Tout simplement dans sa cellule, il va trouver un morceau de verre au sol et avec ce bout de verre, il va tenter de se couper au niveau de la gorge. Il est sorti de prison quelques jours plus tard, on est en 1940, et il va prendre l'initiative de partir à Paris pour faire une espèce d'état des lieux de la résistance en France. Il va commencer à mettre en place un cahier des charges en écrivant que comme quoi tel groupement de personnes commence à prendre de l'importance, ils ont les mêmes idéologies, donc libérer la France de l'armée allemande. Il va commencer tout simplement regrouper ces personnes dans une espèce de cahier des charges, tout simplement. Il va faire la même chose dans le sud, vers Marseille, donc exactement les mêmes travaux. Jean Moulin, en octobre 1941, va rencontrer le général de Gaulle, lui présente ses travaux et suite à cette rencontre, le général de Gaulle désigne Jean Moulin comme son délégué. Donc il y a deux missions très importantes qu'il va faire. Donc c'est une mission qui est politique, c'est en fait d'unir tous les mouvements de résistance de la zone sud. Donc il y a trois mouvements principaux qu'il faut retenir quand même, qui sont très importants. Donc c'est le mouvement Combat qui était dirigé par Henri Freinet à l'époque. Il y a aussi Libération Sud qui était dirigé par Emmanuel d'Astier de la Vigerie ou encore Franc-Tireur qui était lui dirigé par Jean-Pierre Lévy. Voilà, donc ces groupes de mouvements seront regroupés sous le nom des Murs, les mouvements unis de la résistance. Il y avait une autre mission aussi, Jean Moulin, qui devait faire. C'était une mission qui était beaucoup plus militaire cette fois-ci. C'était de créer une armée secrète qui avait pour but de mieux combattre l'armée nazie. Voilà, et donc le chef de l'armée secrète sera désigné comme étant le général de Lestrin. C'est devenu le chef de l'armée secrète, sauf que cette personne s'est fait arrêter très rapidement. Le 9 juin 1943, il était à Paris, il devait avoir un rendez-vous au sein de la résistance. La Gestapo l'a en fait arrêté là-bas, donc il s'est fait interroger et déporté. Voilà, donc la tête de l'armée secrète n'existe plus. Jean Moulin est au courant de cette arrestation seulement 4 à 5 jours plus tard. Jean Moulin décide de réunir plusieurs résistants ici dans cette maison, donc la réunion du 21 juin 1943.
Donc, le docteur Dugoujon va accepter de prêter sa maison pour faire cette réunion clandestine. Par contre, il va bien dire, hein, moi je ne veux rien savoir de cette réunion, je vous prête ma maison, mais par contre, moi je ferai mes consultations ici et vous serez à l'étage dans mes appartements. Donc c'est ici, dans le salon du docteur, que devait se dérouler la réunion, donc elle n'a jamais eu lieu, hein, c'est bien important, hein, puisque Jean Moulin n'est jamais arrivé dans cette salle. Il a été seulement dans la salle d'attente, il n'est jamais monté à l'étage. Au moment où Klaus Barbie arrive dans cette pièce, il cherche, je vous le rappelle, cet homme important de la résistance. Donc il est persuadé qu'il est ici, il arrive dans la pièce donc, et puis il voit ces 5 personnes. Au siège de la Gestapo, eh bien, il va s'acharner sur Henri Aubry, il va l'interroger, le torturer pendant 3 jours. Donc au bout de 3 jours, bien tout simplement, il va craquer, hein, Henri Aubry, il va avouer que l'homme qu'il recherche, c'est l'homme qui se fait appeler Jacques Martel. Voilà, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que l'identité de Jean Moulin est découverte. À partir du moment où Klaus Barbie a su que c'était lui, l'homme qu'il cherchait, il était confiné dans sa cellule, donc avec des gardiens constamment devant les portes, il pouvait sortir que lors des interrogatoires. Jean Moulin est donc interrogé et torturé, cette fois-ci par Klaus Barbie, très durement, hein, donc il ne dira rien, même sous les coups, même sous la torture. Donc Klaus Barbie s'acharne véritablement sur Jean Moulin, au point qu'il n'arrive même plus à s'exprimer oralement, il n'arrive même plus à marcher de lui-même. La Gestapo de Paris l'a réclamé quelques temps après ça, donc ils ont récupéré un homme faible, qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive plus à donner aucun renseignement, qui n'en donnera pas de toute façon. Donc ils décident de l'envoyer cette fois-ci vers Berlin pour le soigner, mais pas pour le soigner pour qu'il aille mieux, pour qu'on le libère, pour qu'il aille mieux, pour qu'on le réinterroge juste après. Il est dirigé vers Berlin en train, sauf qu'il va décéder vers la gare de Metz le 8 juillet 1943 d'après l'armée allemande. Et l'armée allemande a demandé son incinération très rapidement. La France a réclamé un peu plus tard les cendres de Jean Moulin. Et ces cendres présumées sont donc aujourd'hui au Panthéon depuis 1964. On veut montrer que la résistance elle est plurielle. Pendant très longtemps, on a davantage mis en avant la résistance armée, donc la résistance par les armes, la résistance qui est plutôt violente, celle qui vise à libérer le territoire, parce que c'est vraiment ce que recherchent les résistants armés. La résistance civile, donc c'est cette résistance non violente qui vise à s'opposer dans ses actes quotidiens aux lois qui sont imposées par le gouvernement de Vichy. C'est notamment la résistance qui vise à aider les persécutés. Donc on accueille des juifs, on fabrique des faux papiers, on met en place des filières de passage vers la Suisse. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance civile. Et puis la notion de résistance spirituelle qui est un peu plus complexe à mon sens, parce que c'est vraiment la notion de la résistance de l'esprit, la résistance de des idées, des valeurs. C'est le fait d'exprimer des idées opposées aux idées nazies, alors qu'on est censé les taire, et c'est surtout le fait de les transmettre.